L'histoire commence avec une fillette triste parce que son ours en peluche est déchiré, et sa mère trouve ça dommage puisqu'ils viennent de l'acheter. Mais elle dit à la fillette qu'ils peuvent simplement le remplacer. L'ours est jeté et emmené dans une usine souterraine, mais on rencontre un garçon nommé Rudo qui se faufile dans le bâtiment. Alors qu'il fouille les ordures, un garde l'interpelle et le reconnaît comme le pilleur d'ordures qui vole les déchets de la ville. Il active l'alarme qui alerte les autres gardes, mais Ruto leur lance rapidement des ordures et se faufile dans les conduits d'aération. Il essaie de s'échapper, mais les gardes ferment les portes et commencent à lui tirer dessus. Alors il esquive leurs balles en s'enfuyant, mais l'une d'elles l'atteint à l'épaule et il réussit quand même à s'échapper. La nouvelle du vol d'ordures se répand partout, et les habitants de la ville blâment les habitants des bidonvilles, se demandant pourquoi ils ne restent pas de leur côté du mur. Tout le monde dans les bidonvilles sait que c'est Ruto parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait, et ils ont peur que ses actions ne leur causent des ennuis. L'ami de Ruto, Shiwa, l'avertit qu'il pourrait avoir de sérieux ennuis s'il ne s'arrête pas, et elle se demande pourquoi il continue de voler des ordures. Alors il explique que les citadins continuent de jeter des objets parfaitement utilisables, lui disant qu'il ne peut s'empêcher de les plaindre, et il ajoute que cela l'aide aussi avec ses dépenses. Ils sont soudainement interrompus par 3 garçons, et leur chef dit à Shiwa d'arrêter de traîner avec Rudo, sinon elle sentira aussi les ordures. Il se moque des gants de Rudo parce qu'il ne les a pas lavés depuis des années, et l'un des garçons donne un coup de pied dans sa lanterne en disant que personne n'achètera ses ordures. Alors qu'il continue de se moquer de Rudo, Shiwa leur rappelle qu'ils vivent tous dans les bidonvilles, donc ils ne devraient pas l'intimider. L'un des garçons mentionne que Ruto est le fils d'un tueur en série, et contrairement au père de Ruto, ils essaient de créer une meilleure image d'eux-mêmes. On apprend que tout le monde dans les bidonvilles est aussi un descendant de criminels, et Ruto essaie de rester patient. Mais quand il continue à parler de son père, il se met en colère. Ils ont peur de son expression, et en s'éloignant, il mentionne qu'il est juste comme son père, donc il pourrait aussi devenir un meurtrier dans le futur. Mais Shiwa croit qu'il n'est pas une mauvaise personne, et elle semble être intéressée par l'ours en peluche qu'il a trouvé la nuit dernière, alors il lui dit qu'il n'est pas à vendre. Il est sur le point de le lui donner gratuitement, mais la mère de Shiwa arrive soudainement. Et alors qu'elle rentre chez elle, elle conseille à Shiwa de rester loin de lui. Après cela, Rudo rentre chez lui, mais son tuteur Regdo se moque de lui à cause de sa conversation maladroite avec Shiwa. Il conseille à Rudo d'être confiant sur ce qu'il ressent, et lui dit aussi d'arrêter ses raids parce qu'il se met en danger. Il pense que Rudo fait ça pour l'aider, et il se souvient comment Regdo l'a élevé après qu'il ait été abandonné par ses parents. Mais il note qu'il n'a pas l'impression de devoir quelque chose à Regdo pour l'avoir élevé, expliquant qu'il veut juste montrer son respect en tant que famille. Regdo se moque encore de lui disant qu'il devrait être aussi honnête avec Shiwa, ce qui irrite Ruto. Mais Ruto remarque soudainement la blessure sur son bras et propose de l'examiner. Il change aussi les bandages sur les mains de Ruto et lui conseille de rester loin des décharges une fois de plus. Mais Ruto note que sa blessure n'est pas aussi grave que celle que son père lui a laissée. Ruto explique que les crimes majeurs sont punis d'une peine de mort instantanée, où le criminel saute dans la fosse, et on apprend que le père de Ruto a subi cette punition. Rudo se souvient que ses mains étaient toujours noires comme de la poix, donc les gens le fixaient toujours. Mais un jour, Recto lui a donné les gants, ce qui a amélioré les choses pour lui. Recto lui dit de confesser ses sentiments à Shiwa sinon quelqu'un d'autre va la lui voler, mais on voit un homme mystérieux les espionner pendant qu'ils parlent. Le jour suivant, Recto convainc Ruto de parler à Shiwa et il lui donne même une leçon sur comment sourire. Ruto se dirige vers sa maison, mais en chemin, il voit tout le monde rassemblé autour de la fosse parce qu'ils exécutent un autre criminel. Il se demande ce qui arrive aux gens envoyés dans la fosse, mais il est soudainement interrompu par Shiwa qui le prend par surprise. Elle lui dit qu'elle ne souhaite pas qu'il soit jeté dans la fosse, et il mentionne que Recto lui a dit la même chose. Alors elle note que c'est parce que Recto l'aime aussi. Ils deviennent tous les deux confus en réalisant ce qu'elle vient de dire, et il lui donne l'ours en peluche en lui disant qu'il sera heureux en sa compagnie. Elle l'accepte joyeusement en lui disant qu'elle le chérira pour toujours et il s'enfuit pour informer Recto de ce qui s'est passé. Ruto rentre chez lui, mais il voit Recto allongé sur le sol alors qu'un homme poignarde sa poitrine, alors il se précipite pour l'attaquer. Mais il réalise qu'il n'est pas de taille pour lui et l'homme prend un livre avec lui avant de s'échapper. Rudo dit à Recto qu'il va chercher de l'aide, mais il dit à Rudo qu'il peut changer leur monde alors qu'il prend son dernier souffle.
Les officiers le tassent soudainement par derrière et l'arrêtent parce qu'ils pensent qu'il a assassiné Recto, et il essaie de les convaincre qu'il est innocent, mais il pense qu'il ment puisqu'il a du sang sur ses vêtements. Après cela, tout le monde se rassemble alors que l'exécution note qu'un meurtrier ne peut pas être pardonné même si la victime était juste un homme ordinaire des bidonvilles. Alors que Ruto reçoit la peine de mort, tout le monde commence à applaudir et il ne comprend pas pourquoi personne ne le croit. Il remarque Chiwem lui demande de trouver le vrai meurtrier de Recto, mais même elle croit qu'il est coupable, alors elle laisse tomber l'ours et lui tourne le dos. Rudo se sent complètement seul et puisque personne ne croit qu'il est innocent, il pense qu'ils ne sont que des ordures qui ont des yeux et des oreilles, mais ils ne peuvent même pas les utiliser pour voir la vérité. Il promet de les envoyer tous en enfer, et il remarque soudainement le vrai meurtrier debout devant lui. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il est jeté dans la fosse. Après un moment, Ruto reprend conscience, et il est surpris d'être encore en vie, mais il sent soudainement une odeur nauséabonde et se couvre le nez. Il se souvient comment il a été envoyé dans la fosse, et il voit un monstre géant, alors il réalise qu'ils avaient raison de l'appeler l'enfer. Il se souvient comment tout le monde est obsédé par la punition des criminels, et ils les ont jetés dans la fosse comme punition, mais personne ne se souciait de ce qui leur arrivait une fois qu'ils y étaient envoyés. Il essaie d'échapper au monstre des ordures, qui invoque d'autres monstres avec son rugissement, et il l'entoure de tous les côtés. Les monstres se précipitent sur lui, alors il esquive leurs attaques. Mais il trébuche au sol, et il remarque un crâne humain. Il maudit les gens qui l'ont envoyé là-bas, mais les ordures s'effondrent, et les monstres arrêtent de l'attaquer. Il remarque que l'air est empoisonné, alors il se couvre la bouche et le nez en cherchant un endroit sûr. Mais il n'est pas sûr qu'un tel endroit existe même dans ce monde. Il commence soudainement à vomir du sang et les monstres s'approchent de lui, alors il se demande s'il est sur le point de mourir et commence à perdre espoir. Mais l'image de la mort de Recto lui revient à l'esprit, et cela lui rappelle qu'il ne peut pas abandonner. Alors il saisit un tuyau en fer, pensant qu'il doit venger Recto et punir ceux qui lui ont fait du tort. Le monstre essaie de l'attaquer par derrière, mais il le repousse et envoie accidentellement un parent voler vers un homme nommé Angan qui est assis à proximité. Alors il utilise ses jumelles pour regarder autour de lui, et il voit Ruto combattre les monstres. Ruto attaque les monstres en ignorant l'air empoisonné, et l'un d'eux l'envoie voler, mais il refuse d'abandonner et saisit un vieux poteau qu'il balance de toutes ses forces. Il frappe un monstre, mais un autre apparaît en dessous de lui, alors il saute, mais il crache à nouveau du sang à cause de l'air empoisonné. Deux monstres essaient de l'écraser, mais l'expérience de mort imminente réveille ses pouvoirs cachés, et il les détruit avec une tôle. Un autre monstre apparaît, et Ruto est déjà épuisé, alors il essaie de s'enfuir, mais il crée une forte onde de choc qui l'envoie voler. Alors qu'il ouvre les yeux, il remarque Engin qui le repousse avant de placer un masque sur sa bouche. Ruto a beaucoup de questions et Engin lui dit de se taire, mais il continue de lui poser des questions sur la fosse. Engin murmure et lui dit de baisser la voix, mais Ruto ne le comprend pas en lui disant de parler clairement. Engin perd son sang-froid et il crie à Ruto qu'ils ne sont pas sous terre expliquant que c'est la faute des gens à la surface d'avoir transformé la fosse en enfer. Il dit à Ruto que les bêtes à ordures ne peuvent pas être vaincues avec des armes ordinaires, et qu'elles sont attirées par le son. Alors il essayait de se faire discret. Il blâme Ruto d'avoir attiré l'attention sur eux, et une bête s'approche d'eux. Mais il transforme son parapluie en arme. La bête l'attaque, mais il la réduit en morceaux et il remarque un grand groupe de monstres. Mais au lieu d'avoir peur, il charge et les anéantit avec son parapluie avant de sauter dans les airs et de l'utiliser comme parachute. Ruto était impressionné qu'il ait pu les vaincre si facilement et souhaite avoir des pouvoirs similaires pour pouvoir aussi combattre les gens qui l'ont envoyé là-bas. Le dernier monstre tire de l'acide sur un Jean, mais il bloque l'attaque et utilise son Unbreaker Octo-Shredder spécial pour détruire la bête. Rudo lui demande qui il est, alors il retire son masque et se présente comme un nettoyeur. Mais l'air toxique lui pique le nez, et il blâme encore une fois Rudo pour l'avoir forcé à l'enlever, tandis que Rudo s'effondre d'épuisement. Nous revenons à l'enfance de Ruto, où il était harcelé par d'autres enfants parce qu'il disait que les objets sont vivants, car Ruto lui a appris que lorsqu'un objet est traité avec soin, une âme l'habite. Ruto révèle que c'est une vieille légende, mais il y croit toujours, et Ruto se demande si ses gants ont aussi une âme. Alors Recto lui dit qu'une âme les habitera s'il en prend soin. Nous revenons au présent alors que Ruto se réveille et se retrouve enchaîné, alors il dit à Engin de le libérer,
mais Engin l'entraîne simplement. Il note que Ruto devrait lui être reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, mais Ruto ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Engin explique comment il s'est évanoui plus tôt. Ruto veut remonter dans le monde supérieur appelé la sphère parce qu'il veut se venger, mais Regdo lui dit qu'il est impossible de revenir, alors il devrait simplement accepter son sort. Ruto refuse d'abandonner parce qu'il pense qu'Engin lui cache quelque chose, ce qui met Engin en colère, alors il décide de lui expliquer quel genre d'endroit ils sont. Engin le laisse près d'un établissement étrange avec 2 camions, et un groupe d'hommes masqués le remarque en réalisant qu'il vient de la sphère. Ils sont ravis de voir qu'il est toujours en vie, car ils trouvent surtout des corps d'esprits morts, et il devient nerveux alors qu'il l'examine, mais il lui assure qu'ils ne lui feront pas de mal. Il commence rapidement à retirer ses chaînes, alors ils pensent qu'ils sont plus gentils qu'Engin, mais ils l'enchaînent soudainement à leur camion. Ils pensent qu'ils peuvent le vendre à un prix élevé, et leur chef mentionne que les sphéroïdes déversent des déchets sur leur sol, ce qui a empoisonné leur air et leur terre. Cela a conduit à la création de bêtes à ordures, et ceux qui ont été touchés aimeraient le torturer, car ils blâment les sphéroïdes d'avoir ruiné leur monde. Le chef remarque que Ruto est trop mince, alors il le force à manger leur nourriture poubelle, mais Ruto arrache la chair de ses doigts et la mâche avec la nourriture. Il leur dit que c'est parfaitement comestible, et il puise à nouveau dans ses pouvoirs cachés, qu'il utilise pour se libérer. Il se souvient comment Regdo lui a dit que traiter les objets avec soin les rend vivants, et alors qu'il saisit la chaîne, son énergie y coule, ce qui choque les ravisseurs. Nous voyons un Jean le regarder de loin, et il est heureux que Ruto soit un donneur qui peut donner vie aux objets tout comme lui. Le chef dit à ses hommes d'attaquer Ruto, et il pense qu'un donneur est inutile sans son objet, alors il devrait prendre sa chaîne pour le vaincre. Ils ont du mal à s'approcher de lui, et l'un d'eux réussit à le désarmer, mais il les surprend en saisissant un pneu qu'il transforme en son arme. Tout le monde est surpris de voir cela car il est rare qu'un donneur utilise plus d'un objet et il est capable de maîtriser l'homme. Il est sur le point de tuer leur patron, mais Engin l'arrête soudainement et Ruto reprend ses esprits en demandant à Engin ce qui vient de se passer. Le pneu qu'il tenait se transforme en poussière et son nez commence à saigner alors qu'Engin lui dit que ses pouvoirs ont un impact sur son corps. Il s'excuse de tester Ruto et Engin sait qu'il a beaucoup de questions, alors il promet de tout lui dire. Mais en échange, il doit rejoindre leur groupe de nettoyeurs et combattre des monstres, mais Ruto décline son offre. Engin emmène Ruto dans une clinique et il appelle son ami pour lui parler du recrutement de Ruto qu'il croit être un talent naturel, mais Ruto note qu'il n'est pas prêt à les rejoindre. Il mentionne qu'il doit retourner dans la sphère, mais le médecin lui dit qu'il n'est pas en position de refuser car Engin l'a sauvé en lui donnant un masque à gaz. Alors qu'il quitte la clinique, Ruto remercie Engin d'avoir payé sa facture et note qu'il a besoin d'informations, mais il n'a pas le temps de rejoindre leur groupe. Engin lui rappelle comment les gens dans leur monde considèrent les sphéroïdes et note que l'information n'est pas gratuite, alors il devrait simplement se taire et le suivre. Engin emmène Ruto en ville et lui offre un hamburger, ce qui le surprend car il pensait qu'il n'y aurait que des déchets dans la fosse. Engin explique que les ordures ne sont pas la seule chose qui s'accumule sur le sol car les émotions accumulent également de l'anima, qui se transforme en énergie, et c'est la raison pour laquelle les bêtes à ordures existent. Il révèle qu'ils restent surtout dans les décharges, mais qu'ils attaquent parfois la ville, et que les armes ordinaires ne fonctionnent pas sur eux. Mais ces gants peuvent les battre parce qu'ils ont aussi de l'anima. Engin note que lorsqu'un objet est traité avec soin pendant longtemps, un animal habite, et ils appellent ces objets des instruments vitaux. Il dit à Ruto que leur organisation a besoin de plus de donneurs pour combattre les bêtes à ordures. Alors Ruto se demande si en échange de rejoindre leur groupe, Engin lui apprendra comment retourner à la surface. Alors il révèle qu'il ne sait pas comment faire ça, mais note que son patron est un homme sage qui pourrait être en mesure de l'aider. Engin l'interroge sur ses gants, alors il révèle que son père les lui a donnés, et qu'ils sont la seule chose qui lui rappelle son père. Engin pense qu'il devrait en prendre soin, ce qui le rend émotif parce que tout le monde s'est moqué de lui pour ses vieux gants. Engin reçoit soudainement un message, alors il décide de partir. Mais Ruto le remercie pour tout, et Engin lui donne un petit sac d'argent pour l'aider à survivre. Ruto n'arrive pas à croire qu'il le lui donne, mais Engin mentionne que ce n'est pas grave parce qu'il l'a obtenu en vendant les vêtements de Ruto. Il devient fou en l'entendant, mais Engin lui dit qu'il ne pouvait pas se promener en portant des vêtements sphériques parce que cela le mettrait en danger. Engin dit à Ruto d'attendre là pendant qu'il parle à son entraîneur, mais un chat attrape soudainement sa sacoche et s'enfuit.
Alors Ruto essaie de l'attraper et réalise qu'il est beaucoup plus rapide que lui, mais il remarque un bâton, alors il le saisit rapidement pour épingler le chat. Un homme nommé Zonka arrive, disant à Ruto que le bâton lui appartient, et il le reprend de force. Ruto remarque le symbole du nettoyeur et réalise qu'il est aussi un nettoyeur comme Engin, mais Zank active son pouvoir pour donner une leçon à Ruto. Son attaque manque de peu Ruto et il mentionne qu'Engin l'a mis en charge de son entraînement, mais il n'a jamais pensé que son élève serait un voleur. Ruto explique qu'il empruntait le bâton pour récupérer son argent, mais Zank se moque de lui en disant que son père n'a pas pu lui enseigner les bonnes manières de base, ce qui le met en colère. Mais il se souvient comment Recto lui a dit de rester calme et d'écouter l'autre personne, alors il s'excuse d'avoir pris le précieux trésor de Zank. Il pense que Ruto n'est pas une mauvaise personne parce qu'il a rendu son bâton, alors il pense qu'il a juste surréagi. Ruto réalise que c'est la première fois qu'il désamorce une situation, et il pense que Recto avait raison sur plus de choses qu'il ne le pensait. Zank l'aide à se relever et l'interroge sur son instrument vital, alors Ruto lui dit que ce sont probablement ses gants, mais il ne connaît pas grand-chose à ses capacités. Zanka examine ses gants et il pense qu'ils sont cool, alors Ruto veut aussi être amical, et il se souvient comment Recto lui a dit de sourire. Alors il essaie de montrer son côté joyeux, mais Zanka est effrayé par ses expressions étranges et pense que Ruto se moque de lui. Il réfléchit à la raison pour laquelle son sourire avait l'air effrayant et il essaie de le faire avec ses yeux et ses lèvres fermées, mais Zanka pense toujours qu'il se moque de lui. Zanka pense que Ruto est juste trop confiant parce qu'Engin l'a appelé un génie, mais il lui rappelle qu'ils mettent toujours leur vie en danger alors que Ruto prend les choses trop à la légère. Il pense que Ruto n'a même pas l'air sérieux quand il parle de son objectif, donc ce doit être un objectif stupide. Mais Ruto se souvient comment Recto lui a dit de changer le monde et son humeur change soudainement. Il dit à Zanka qu'il est sérieux au sujet de son objectif, alors il ne devrait jamais s'en moquer. Mais Zanka note qu'il savait qu'il ne s'entendrait pas et il sort son arme. Ruto saisit également une tige derrière lui et Zanka est choqué qu'il puisse faire de n'importe quel objet son instrument vital, pensant que c'est la raison pour laquelle Engan l'a appelé un génie. Mais Zanka dit à Ruto que son talent naturel ne l'aidera pas à vaincre quelqu'un de plus expérimenté, et le bâton de Zanka tombe soudainement d'en haut, ce qui surprend Ruto. Zanka le saisit et charge sur lui, alors il est forcé de se défendre. Et Zanka lui dit que ses instruments vitaux sont les seules choses spéciales chez lui. Ruto a du mal à le suivre, et il est cloué au sol. Mais Zanka sent la saleté qui est tombée sur lui et il panique soudainement. Il remarque que Ruto tient un piston, mais Ruto ne comprend pas pourquoi il réagit de cette façon. Alors Zanka essaie d'expliquer ce qu'est un piston, mais Ruto n'est pas d'humeur à écouter, et il continue de lui donner des coups de pied, alors Zanka commence à s'enfuir. Ruto ne comprend pas pourquoi il a si peur, mais il le poursuit, et il parvient à le couvrir de caca. Engan arrive, et il pense qu'ils sont déjà devenus amis. Mais alors qu'il monte dans sa voiture et discute de ce qui s'est passé, il éclate de rire et Zank n'arrive pas à croire qu'il a été humilié. Engin dit à Ruto que Zank est un enfant gâté et il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui jette du caca dessus, mais Zank est toujours le donneur le plus compétent de leur groupe, alors Ruto apprendra beaucoup de lui. Zank est surpris qu'Engin le considère comme une personne compétente, mais Engin demande soudainement à une fille nommée Rio quand elle est arrivée. Alors elle mentionne qu'elle était juste curieuse de rencontrer Ruto. Elle commence à vérifier ses cheveux pour voir s'ils sont naturels, et il est surpris qu'une fille joue avec ses cheveux, se demandant si c'est à quoi ressemble la vie sur le sol. Engin les conduit au quartier général des nettoyeurs, et Ruto est choqué par son apparence impressionnante. Aignan le présente à la réceptionniste Miu, car tout nouvel arrivant doit la rencontrer, mais elle remarque rapidement les mouches et les poignarde avec sa fourchette, ce qui impressionne Ruto. Aignan note que son instrument vital est ses lunettes, qui améliorent sa vision, de sorte qu'elle peut voir le vrai potentiel de n'importe qui quand elle se concentre. Elle utilise sa capacité sur lui, mais elle est choquée par ce qu'elle voit, alors Engin l'interroge à ce sujet. Elle note que Ruto est déjà athlétique et qu'il a une bonne connexion avec son instrument vital, mais qu'il a toujours besoin d'entraînement pour l'utiliser correctement. Engin voit qu'il y a quelque chose qu'elle ne leur dit pas, mais elle mentionne que Ruto a du caca derrière le cou, ce qui fait réaliser à Engin pourquoi les mouches les poursuivaient. Il emmène Ruto rencontrer leur patron, mais en marchant, il regarde Miu, car il pense qu'elle cache quelque chose à propos de Ruto. En chemin, Engin dit à Ruto qu'il y a environ 100 membres dans leur organisation, et il pense qu'il devrait les rencontrer car la plupart ne sont pas au quartier général.
Mais la salle est étonnamment pleine, ils décident donc de retarder les présentations. Alors qu'ils arrivent devant la salle du patron, Engin note que Ruto ne devrait pas exiger des informations tout de suite, et qu'il devrait offrir ses services en échange. Il dit aussi à Ruto de ne pas interroger le patron sur son instrument vital, car même s'ils ne le connaissent pas, ils respectent et suivent toujours son exemple. Ils ouvrent la porte, mais ils se rendent compte que la salle est vide, et Miyu note qu'elle a oublié de leur dire que le patron est en mission, donc il ne reviendra pas avant quelques jours. Ruto est déçu et il se demande ce qu'il va faire ensuite, mais Ryo apparaît soudainement et elle note qu'il ne peut pas devenir un nettoyeur tant qu'il n'est pas approuvé par le patron. Elle lui dit de l'accompagner en tant que stagiaire, pensant que cela l'aidera à en apprendre davantage sur lui. Miyu les conduit dans une autre pièce où elle explique qu'une petite ville près de la zone polluée a demandé leur aide car des bêtes à ordures y ont été aperçues. Ruto l'interroge sur les zones polluées, alors elle explique que le sol est divisé en zones sur qui soutiennent la vie humaine et les zones polluées remplies d'ordures où vivent les bêtes à ordures. Elle révèle que la zone où Ruto a atterri s'appelle No Man's Land, et elle est fortement polluée. Donc, s'ils y vont sans masque, ils mourront en 15 minutes. Elle lui donne un masque, et ils partent tous en mission, mais il se demande qui sont les autres. Alors Ryo lui dit que ce sont leurs supporters, et ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux comme les donneurs, mais ils essaient d'être utiles. Un des supporters nommé Gris serre la main de Rudo, ce qui le choque car Gris a une force extraordinaire et Ryo note qu'il peut fracasser la coquille externe d'une bête à ordures. Il remarque des bêtes à ordures venant vers eux et Ruto panique car il ne s'attendait pas à un si grand nombre. Mais Ryo lui assure qu'ils sont faibles et nous voyons qu'ils ne peuvent même pas endommager la clôture. Mais un autre groupe de bêtes à ordures apparaît soudainement et Ruto panique en réalisant qu'ils sont sur le point de briser la clôture, mais elle pense toujours qu'ils sont idéaux pour son entraînement. Elle lui dit qu'il devrait rapidement les achever, afin qu'il puisse revenir et célébrer sa première mission. Mais il se demande pourquoi elle est si détendue car les bêtes pourraient les tuer. Elle lui dit qu'il doit rester calme s'il veut survivre, et il se demande si c'est ce qui lui manque, mais une bête géante perce soudainement la barricade. Ryo trouve ça impressionnant, mais elle pense que ce n'est pas approprié pour lui de se battre. Alors elle se prépare à l'affronter et elle lance une paire de ciseaux en l'air. Ils deviennent soudainement énormes et elle les utilise pour couper à travers une horde de bêtes, tandis que Ruto est surpris qu'elle puisse utiliser les ciseaux avec ses pieds. Il réalise que tout le monde utilise ses instruments vitaux à sa manière, mais une bête à ordures l'attaque soudainement par derrière. Alors Gris l'arrête à main nue et l'envoie voler vers Ryo, qui la tranche en deux avec ses ciseaux. Elle leur dit d'envoyer plus de bêtes vers elle, alors ils suivent tous ses ordres. Et Ruto réalise qu'ils ne peuvent pas tuer les bêtes à ordures sans pouvoir, mais ils peuvent les désactiver pour que le donneur puisse porter le coup de grâce. Ils éliminent bientôt la plupart des petites bêtes, ne laissant que la géante, alors Ryo déplace son attention vers elle. Les supporters essaient de nettoyer le reste d'entre elles, mais une bête à ordures se réveille soudainement, et elle est sur le point d'attaquer un supporter, alors Rudo se précipite pour le sauver. Il pense qu'il ne peut pas être un fardeau et il active ses pouvoirs, mais il tue presque le supporter alors que son arme se transforme. Alors il réalise qu'il ne peut toujours pas contrôler ses capacités. La bête le domine, mais Ryo vient soudainement à son secours et le félicite d'être courageux. Il se demande si elle a vaincu le monstre géant, alors elle leur raconte comment elle l'a coupé plusieurs fois, mais il ne veut tout simplement pas tomber. Elle ne peut pas comprendre comment il a pu survivre à ses attaques alors qu'elle a ciblé son noyau, mais elle décide de continuer à pousser et les supporters partent pour rapporter leur découverte au quartier général. Ryo saute sur la bête et elle commence à couper les tentacules sortant de sa tête, mais elle remarque quelque chose de brillant en dessous, ce qui, selon elle, doit être son noyau. Elle est sur le point de l'attaquer, mais la bête rattache les tentacules à sa tête et commence à frapper le sol pour la faire tomber. Elle dirige soudainement son attaque vers Rudo, qui n'est pas capable de réagir, mais elle manque heureusement sa cible. Le sol commence à s'effondrer, et alors qu'il tombe, il se demande comment il va se venger de l'homme qui a tué Recto alors qu'il ne peut même pas se défendre. Gris l'attrape juste à temps, et il le porte sur son épaule, lui disant d'apprendre des supporters qui se donnent à fond malgré le fait de ne pas avoir de pouvoir. Ruto voit Ryo couper le monstre, et elle réalise qu'il crie parce qu'elle a trouvé son point faible. Elle saute haut dans les airs et lance son attaque ultime sur son point faible, ce qui détruit finalement le monstre, et son corps se transforme en cendres. Gris se demande comment elle l'a vaincu,
alors elle lui montre un coupe-circuit qui alimentait la bête, mais il ne peut pas comprendre comment une bête à ordures peut avoir un instrument vital. Pendant ce temps, le chef des ravisseurs se réveille et il ne se souvient pas de ce qui s'est passé après sa défaite. Mais il remarque un homme nommé Jabé assis sur son canapé et il interroge le ravisseur sur l'emplacement de l'enfant sphéroïde car il parlait de lui dans son sommeil. Au quartier général des nettoyeurs, Ryo organise une fête de bienvenue pour Ruto et Zanka les rejoint également, mais il remarque que Ruto est assis la tête baissée. Il demande à Ryo ce qui lui est arrivé, alors elle lui dit qu'il est comme ça depuis qu'il n'a pas réussi à utiliser son instrument vital et Zanka trouve ça triste. Mais il l'interroge sur les étranges abeilles qu'ils ont rencontrées, alors elle lui dit qu'au lieu de trouver un noyau, ils ont trouvé un instrument vital à l'intérieur. Elle note qu'elle ne savait pas quoi faire, alors elle a décidé de laisser ça à ses aînés et de profiter de la fête à la place. Gris remarque Rudo assis seul, alors il lui dit qu'il a fait du bon travail, mais Rudo pense qu'il était inutile. Gris lui rappelle comment il a sauvé son supporter nommé Follow, mais Rudo pense toujours qu'il était un fardeau pour le groupe car il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs correctement. Il est frustré car même sur la sphère, Recto devait le couvrir, et il a l'impression qu'il ne sera jamais à la hauteur des attentes de personne. Gris le remercie car contrairement aux autres nouveaux nettoyeurs qui pensent que les supporters sont inutiles car ils n'ont pas de pouvoir, Ruto les traite avec respect. Gris croit qu'au lieu de penser à devenir plus fort ou à répondre aux attentes des autres, il devrait réfléchir à ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Il dit à Ruto de croire en lui et Engin les rejoint soudainement se demandant pourquoi Ruto n'a rien mangé et tout le monde l'encourage à s'amuser à la fête. Pendant ce temps, Jabé torture le chef des ravisseurs et lui demande plus d'informations sur Ruto, mais il mentionne qu'il lui a déjà tout dit, alors Jabé l'achève. Au quartier général des nettoyeurs, Miyu reçoit une requête, et elle appelle toute l'équipe pour les informer de la situation. Zank se demande pourquoi Ruto est aussi là, car il n'a pas encore officiellement rejoint les nettoyeurs. Alors Miyu explique que le travail est pertinent pour lui. Elle révèle que la requête provient d'une marchande qui a été attaquée par une bête à ordures dans la zone polluée, et qu'elle a pu s'échapper avec sa vie, mais qu'elle a perdu sa précieuse cargaison. Elle a besoin d'eux pour vaincre la bête à ordures et récupérer sa cargaison, qui est en fait un sphéroïde vivant, et ils sont tous choqués de l'entendre. Ruto sait qu'il ne peut pas utiliser ses pouvoirs correctement, mais il décide quand même de les accompagner car cela pourrait lui donner un indice sur la façon de retourner sur la sphère. Miyu mentionne qu'elle aurait demandé à Danyan de les diriger, mais il est occupé avec autre chose et il croit que Zanka fera du bon travail en son absence. Zanka est heureux qu'Engin ait confiance en ses capacités, alors il conduit le groupe vers la zone polluée, leur disant qu'il est temps de se mettre au travail. En chemin, Rudo demande à Gris s'il ne porte pas d'arme, alors il révèle qu'il a un couteau, mais il a plus confiance en ses mains qu'en ça. Un autre supporter dit à Rudo que Gris a en fait un talisman et qu'il prie pour leur retour en toute sécurité chaque fois qu'ils partent en mission, mais il est gêné que tout le monde le sache déjà. Ils atteignent la zone polluée où ils rencontrent la marchande qui leur dit qu'elle transportait leurs bagages lorsqu'elle a rencontré un sphéroïde inconscient. Elle était inquiète pour lui, alors elle a décidé de le porter, mais une bête à ordures l'a emmené avec sa cargaison. Ruta se demande si elle prévoit de vendre le sphéroïde, mais elle lui dit que ce n'est pas le cas, expliquant qu'elle s'intéresse juste à eux. Zank a l'impression que quelque chose ne va pas, car les bêtes à ordures attaquent généralement les humains sur place, et elle ne se contente pas de les enlever. La marchande les conduit au bâtiment où la bête à ordures a emmené le sphéroïde, et Zonka dit à tout le monde d'être en alerte car la bête à ordures peut les attaquer de n'importe quelle direction. Alors qu'ils entrent, ils le trouvent vide à l'exception d'une silhouette au loin, mais la fille les pousse tous vers l'avant et ils réalisent que c'est en fait une poupée. Le sol s'enfonce soudainement et ils sont tous emmenés au niveau inférieur tandis que la marchande pointe Rudo du doigt avant de se transformer en boue. Ils voient deux lumières violettes approcher, et Zonka réalise qu'ils ont été trompés par des pillards, tandis que Ruto se demande si ce sont des ravisseurs. Gris lui dit qu'ils ont commencé comme un groupe de voleurs, mais qu'ils sont devenus plus mauvais ces dernières années, et il note qu'ils sont tous des donneurs. Il dit à 3 supporters de sécuriser une voie de sortie, tandis que lui et Follow protégeront Ruto, et il demande à Zanka s'il peut s'occuper des pillards. Il leur dit de le conduire vers lui, et Ruto pense qu'il peut s'occuper de quelques bandits seuls, mais Gris l'avertit qu'ils ne sont pas des ravisseurs ordinaires. Zank dit aux pillards qu'il savait qu'il viendrait après Rudo, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si rapide, et il pense qu'il prévoit de le vendre à prix d'or. Mais il révèle qu'ils veulent lui soutirer des informations sur la sphère,
se demandant comment il a traversé la frontière sans mourir. Zonka se rend compte qu'il n'y a pas de bêtes à ordures dans la zone, mais l'un des raiders lui dit qu'ils ont des monstres debout alors qu'elle crée des poupées pour l'attaquer. Il sait que c'est elle qui les a attirés là, mais il est sûr de pouvoir la vaincre et il active son bâton. Mais elle lui dit de faire attention car son partenaire sort d'un golem et l'attaque par derrière, l'envoyant voler contre le mur. La fille remarque que les nettoyeurs ne se battent que contre les bêtes à ordures, ils n'ont donc aucune idée de comment combattre les humains, et elle utilise la même stratégie qu'avant. Elle envoie plusieurs marionnettes debout pour l'attaquer, tandis que son partenaire se cache dans l'une d'elles, et Zonka lutte contre leurs attaques combinées. Zonka essaie de se précipiter sur elle, mais elle transforme le sol en boue, ce qui l'empêche de bouger librement. Elle lui dit qu'il va s'enliser s'il bouge trop, et il est le seul de leur groupe à avoir une chance de la combattre, mais il est irrité par son bavardage constant. Il remarque qu'il a percé leurs attaques à jour, car il pensait qu'elle contrôlait les marionnettes debout avec sa pelle, tandis que l'homme l'attaquait avec son instrument vital. Mais Zonka réalisa qu'il avait tort car l'instrument vital de l'homme sont ses chaussures, qui lui permettent de se déplacer sur la boue. Il les provoque en les traitant de petits couples parfaits, et il admet qu'il n'a pas d'expérience dans les combats contre les gens, mais il connaît mieux son instrument vital qu'eux. Il frappe le sol avec son bâton, ce qui crée une onde de choc qui lui permet de voir à travers tout le sous-sol, et il trouve l'homme caché dans les marionnettes debout. Alors il charge sur lui, l'assommant d'un seul coup, et il frappe aussi la fille, faisant disparaître ses poupées. Il pense qu'ils étaient trop faciles à vaincre, mais Jabé apparaît soudainement derrière lui et remarque qu'il peut dire la même chose de lui. Pendant ce temps, Ruto et les supporters atteignent la porte de sortie, alors Gris ordonne à ses hommes de monter et d'appeler à l'aide pendant qu'ils surveillent Zank. Une silhouette s'avance vers eux et ils pensent que c'est Zank, mais il s'avère que c'est Jabé. Il regarde Ruto et réalise qu'il correspond à la description du ravisseur, alors il saute vers le mur et le détruit pour bloquer la sortie. Gris lui dit que Ruto est membre des nettoyeurs, donc s'en prendre à lui fera d'eux des ennemis instantanés. Mais Jabé ignore l'avertissement et explique qu'il est en retard car il s'est perdu. Gris lui pose des questions sur Zonka, mais Jabé l'ignore et dit à Ruto de venir avec lui car il y a quelqu'un qui veut lui parler. Il enlève le masque de Ruto, lui disant qu'il n'y a pas de bête à ordures ici, mais Ruto le repousse et lui pose des questions sur Zonka. Alors il explique qu'il a été indulgent avec lui puisqu'il ne l'a fait qu'assommer, mais Zonka doit souffrir terriblement à cause de son poison. Jabé active son instrument vital et ses anneaux se transforment en griffes alors qu'il dit à Ruto de venir avec lui, mais les supporters se précipitent pour l'attaquer. Il esquive leurs attaques et les repousse en leur disant qu'il ne s'intéresse qu'à Ruto, mais Gris se met en travers de son chemin. Jabé se souvient avoir entendu parler de supporters qui travaillent avec les nettoyeurs, mais il les trouve inutiles car ils n'ont pas d'instruments vitaux. Ruto dit à Gris de s'écarter car il ne peut pas se battre sans armes, mais Jabé dit à Ruto que Gris est déjà mort. Il poignarde Gris avec ses griffes, ce qui choque Ruto et Gris tombe alors que son talisman porte-bonheur glisse. Alors Ruto l'attrape avant qu'il ne touche le sol. On retourne au jour où Recto a trouvé Ruto, qui se cogne la tête contre le mur, alors Recto se demande pourquoi il fait ça. Il rappelle à Recto sa leçon selon laquelle il ne doit pas blesser les autres, mais Recto ne comprend pas la cause de sa dépression. Rudo mentionne qu'il a tellement de colère en lui qu'il est difficile d'expliquer la raison, mais Recto croit que c'est parce que les parents de Rudo l'ont abandonné, et il pense qu'il ne vaut rien. Recto lui dit qu'il n'a tout simplement pas vécu de bonnes choses, alors il l'emmène dehors où ils font beaucoup d'activités dans l'espoir de trouver quelque chose qu'il aime vraiment. Cela fait se sentir mieux Rudo, mais Rudo pense qu'ils n'ont toujours pas trouvé la seule chose qu'il aime vraiment, et Rudo remarque quelqu'un qui jette des ordures, alors il se précipite là-bas et les récupère. Il attrape un masque et se met à pleurer et Rudo se demande ce qui l'a fait pleurer. Alors Rudo explique que les gens ne devraient pas jeter des choses légèrement cassées qui ont toute une vie devant elles. Il mentionne qu'il veut le réparer et Rudo se rend compte que c'est plus qu'une simple projection de son propre état parce que Rudo peut percevoir la vraie valeur des choses cassées. Nous revenons au présent alors que Rudo active le talisman porte-bonheur de Gris, ce qui choque Jabé. Gris se rend compte que Rudo ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs plus tôt parce que sa capacité n'est pas seulement de convertir les choses en instruments vitaux, mais de révéler leur plein potentiel. Malgré le fait de voir le talisman activé, Jabé ne panique pas car il s'intéresse de plus en plus à ce que sont les vrais pouvoirs de Rudo. Follow s'occupe de Gris, tandis que Ruto pense que c'est à cause de sa conversation avec lui qu'il a finalement compris ce qu'il voulait vraiment faire.
Il promet de prouver à Jabé que les supporters ne sont pas inutiles, et il se prépare à le combattre, mais cela ne fait qu'intéresser davantage Jabé à lui. Follow réalise que Gris perd beaucoup de sang et qu'il ne survivra pas longtemps, mais il mentionne qu'il ira bien. Il pense que la raison pour laquelle Rudo ne pouvait pas utiliser son instrument plus tôt était qu'il avait des émotions négatives qui obscurcissaient son objectif principal, mais il pense qu'ils n'ont plus besoin de s'en inquiéter. Jabé se précipite vers Rudo et il commence à se battre, mais Jabé se demande pourquoi Rudo se contente de tenir sa position, lui demandant s'il veut vraiment se battre. Il dit à Jabé de venir vers lui avec tout ce qu'il a, mais il ne parvient pas à porter un coup, alors il devient frustré, se demandant pourquoi ses attaques fonctionnent. Ruto lui dit que Gris a prié pour le retour en toute sécurité de tout le monde, il donne donc la priorité à la défense en s'assurant que l'ennemi ne puisse pas le frapper. Jabé pense que sa capacité lui permet d'esquiver les attaques, mais Ruto remarque que c'est le contraire car il n'a même pas bougé d'un pouce. Il révèle que celui qui bouge réellement est Jabé, ce qui le rend confus. Alors Ruto explique que le talisman lui permet de savoir où Jabé va finir. Il charge une fois de plus sur Rudo, qu'il arrête en plein vol et explique que le talisman n'a que des pouvoirs défensifs, il doit donc utiliser son poing pour attaquer. Il parvient à porter un coup de poing, ce qui fait saigner le nez de Jabé, mais au lieu d'être inquiet, il semble apprécier leur bataille. Il se rend compte que Ruto utilise le talisman pour diriger ses mouvements et lui demande s'il pense qu'il est juste de se battre comme ça. Mais Ruto lui rappelle que c'est lui qui voulait jouer. Alors il jouera au jeu de Jabé jusqu'à ce qu'il soit assommé, et Jabé le taquine, lui disant qu'il est impitoyable. Mais Ruto remarque qu'il ne montre aucune pitié à ceux qui blessent ses amis. Jabé essaie de l'attaquer par derrière, mais le talisman l'arrête et crée une opportunité parfaite pour Ruto de le frapper. Mais Jabé refuse d'abandonner, et il utilise sa vitesse pour créer un nuage de poussière, qui bloque la vision du talisman. Il coupe des dalles de béton et les lance vers Ruto, qui parvient à les esquiver, et Jabé se rapproche pour une attaque sournoise. Mais le talisman détecte une fois de plus sa présence, et Rudo l'écrase au sol, mais il se relève immédiatement. Jabé commence à sauter partout, mais chaque fois qu'il s'approche de Rudo, il est immobilisé par le talisman et se fait frapper. Après avoir été si mal tabassé, il ne peut même plus se relever car il n'a plus d'énergie. Alors Ruto se demande s'il en a eu assez, mais Jabé rit hystériquement car il aime ça. Il croit que Ruto a dû aimer lui donner une telle raclée, mais remarque qu'il a appris le secret du talisman qu'il détecte l'intention hostile et écarte l'attaquant. Il remarque que lorsqu'il a jeté le béton, le talisman ne l'a pas arrêté parce que les choses n'ont pas d'intention hostile. Il révèle que son instrument vital transporte une puissante neurotoxine dans les griffes droites, mais il se poignarde avec et remarque que ça fait mal. Mais il perd la tête à chaque fois qu'il le fait, et il se demande si le talisman de Rudo peut détecter une intention hostile après qu'il ait perdu le contrôle. Il hurle alors qu'il gagne plus d'énergie pour se battre, ce qui rend Ruto nerveux, mais Jabé charge soudainement sur lui, et Ruto esquive de justesse son attaque. Ruto réalise que Gris et Follow pourraient être blessés s'ils ne s'éloignent pas, alors il essaie de courir, mais Jabé continue de le poursuivre. Rudo essaie d'utiliser son talisman, mais il ne fonctionne pas, alors il jette Jabé au loin. Jabé se relève et commence à se comporter de manière folle, ce qui impressionne Rudo car il s'est rapidement adapté au pouvoir du talisman, mais il se demande si Jabé est un masochiste. Nous revenons à l'enfance de Ruto où il est intimidé par d'autres enfants, mais il ne riposte pas. Alors il se demande s'il est masochiste, mais il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Alors il rentre chez lui et demande à Recto qui est surpris par sa question. Nous revenons au présent alors que Rudo pense que si Jabé est vraiment masochiste, il n'a aucune idée de comment le vaincre. Jabé charge sur lui à nouveau, et alors que Rudo essaie d'échapper à ses attaques, Jabé tranche à travers le béton pour l'utiliser comme distraction. Ruto utilise les bras du talisman comme couverture, mais Jabé perce sa défense, le laissant grand ouvert. Mais quelque chose arrive soudainement en volant et frappe Jabé, et Ruto remarque que c'est le bâton de Zonka. Nous voyons Zonka lutter pour rester debout, mais il remarque que Jabé n'aurait pas dû s'en prendre à son élève alors qu'il ne l'a même pas vaincu. Ruto a été surpris que Zonka ait vaincu le poison, mais pense qu'il n'est pas à sa pleine puissance, alors Zonka le taquine pour avoir sous-estimé son professeur. Il est impressionné que Ruto ait finalement réussi à utiliser son instrument vital, lui disant qu'il a l'air cool, mais Ruto lui dit qu'il ne fonctionne plus contre Jabé.
Zonka se demande si c'est seulement déclenché par une intention hostile, et Ruto lui demande comment il le sait. Alors Zonka mentionne qu'il a regardé leur combat avant de se joindre à eux, parce qu'il est censé être le professeur de Ruto. Il a une idée et demande à Ruto de le laisser le frapper une fois, parce qu'il veut tester quelque chose. Ruto a été surpris d'entendre ça, alors Zonka explique qu'il ne peut pas beaucoup bouger tout seul, mais il y a une chance que son attaque déclenche le talisman et le rapproche de Jabé. Ruto pense qu'il va se faire frapper si Zonka a tort, mais Zonka lui dit que c'est leur seule option et Jabé se relève. Il lacère le pilier près d'eux et Zonka dit à Ruto de faire attention parce que ses griffes sont mortelles. Zonka se précipite pour attaquer Ruto, mais le talisman le fait voler au-dessus de Jabé et Zonka l'écrase au visage. Il est content que leur plan ait fonctionné, mais Ruto se demande s'il l'a vraiment attaqué avec une intention hostile, alors il explique que c'était juste un test. Jabé se relève, alors Zonka essaie de frapper Ruto à nouveau, qui le lance vers l'avant, et il écrase Jabé au sol. Il dit à Ruto d'être doux, mais il mentionne que ce n'est pas une option et ils se préparent tous les deux pour une autre attaque combinée. Zonka réussit une rafale de coups avec l'aide de Ruto, ce qui ramène Jabé à ses sens et il reconnaît Zonka comme l'homme avec une mauvaise attitude. Zonka donne le coup de grâce et il est content que ce soit enfin fini, mais il tombe au sol d'épuisement. Le talisman se transforme soudainement en cendre et Zonka se demande si les armes de Ruto sont à temps limité ou s'il y a une autre raison derrière cela. Ruto se blâme d'avoir cassé le précieux talisman de Gris, mais il a soudainement une crise et Zonka remarque la blessure sur son dos, se demandant quand Jabé l'a frappé avec ses griffes. Jabé utilise ses griffes pour reprendre de l'énergie et Zonka se demande comment c'est possible. Alors Jabé explique que le produit chimique de sa griffe gauche peut l'aider à surmonter la douleur s'il est pris à petite dose. Il sait que Zonka va bientôt se remettre de son poison, alors il l'empoisonne à nouveau, et il commence à s'enfuir avec Ruto. Nous avons appris qu'il ne peut pas bouger son corps bien qu'il soit éveillé, et il se blâme pour ce qui est arrivé à tout le monde, pensant qu'il est la raison pour laquelle ils ont été blessés. Alors qu'il se dirige vers l'extérieur, Ryo voit Jabé, et Engin l'attaque soudainement avec son parapluie, l'envoyant s'écraser contre un mur. Jabé est surpris de voir tout un groupe de nettoyeurs, et Engin sait que les pillards prévoient de les piéger dans un sous-sol où ils ne pourraient pas utiliser leurs radios étrangleurs. Mais Tom et les autres supporters ont pu contacter le quartier général en utilisant un téléphone dans la ville voisine. Tom est inquiet pour Gris et les autres, mais Engin lui assure qu'ils ne craqueront pas si facilement, et il ordonne aux supporters d'aller les voir. Jabé commence à agir comme un fou, alors Engin se demande si Ruto s'est vraiment battu contre un tel monstre, et Ryo note qu'il est en meilleure forme qu'elle ne l'avait prévu. Les nettoyeurs sont en colère contre Jabé pour avoir blessé leurs camarades, et Engin note qu'ils ont des questions à lui poser, lui disant qu'ils ne le laisseront pas s'enfuir. Jabé leur dit qu'il veut s'échapper, mais il a des ordres de son patron d'amener Ruto, donc il doit accomplir son devoir quoi qu'il arrive. Il active son instrument vital pour combattre les nettoyeurs, mais une fille nommée Kotoni arrive soudainement par derrière et l'attrape, lui disant qu'il doit revenir. Il mentionne que le jeu n'est pas terminé et qu'il commençait juste à devenir intéressant, mais elle note que le patron avait un grand sourire, ce qui le fait changer d'avis. Il dit aux nettoyeurs qu'il se fait tard, et s'excuse car il ne pourra pas les combattre alors qu'il se prépare à partir par un trou d'hommes. Il fait l'éloge de Ruto parce qu'il le trouve doué pour un sphérite, et il dit aux nettoyeurs de lui transmettre son message car il doit encore être sous l'effet du poison. Mais Ruto le maudit avec son énergie restante, lui disant que ce n'est pas fini. Il est surpris que Ruto soit encore éveillé après une si forte dose de poison, mais Ruto mentionne qu'il ne le laissera pas s'échapper tant qu'il n'aura pas payé pour ce qu'il a fait à Gris. Jabé trouve impressionnant qu'il soit un combattant acharné, mais il remarque soudainement le motif sur les gants de Ruto, et il se demande si Ruto l'a eu d'une série. Il pense que c'est une coïncidence cool, et leur patron sera heureux d'en entendre parler. Mais il doit partir, disant à Ruto qu'il reviendra préparer la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Il part avec Gaton et dit à Ruto de prendre soin de ses gants, disant qu'il a hâte de jouer avec lui à nouveau. Après cela, Ruto se précipite pour voir Gris, et il s'excuse d'avoir cassé son talisman. Mais Gris note que même s'il s'en souciait, il a déjà rempli son rôle parce qu'il a pu les aider. Nous voyons Ruto assis sur un banc et Engin le rejoint en lui demandant pourquoi il a l'air déprimé. Alors il révèle que c'est à cause de Gris et explique qu'il est triste parce qu'il n'a pas pu sauver la personne qu'il a sauvée. Engin note que Gris comprenait dans quoi il s'embarquait et dit à Ruto qu'il a mis sa vie en danger pour le protéger parce que Gris savait qu'il était une bonne personne.
Anjan lui dit de présenter ses respects à Gris, alors il se dirige vers l'hôpital, mais il est surpris de voir que Gris est toujours en vie. Anjan commence à le taquiner en réalisant qu'il était triste parce qu'il pensait que Gris était mort, mais il se demande comment Gris est encore en vie parce qu'il a été poignardé à travers sa poitrine. Alors il explique que c'est grâce à l'équipe médicale des nettoyeurs révélant qu'il a été sauvé par une fille nommée Esha qui est une donneuse avec des pouvoirs de guérison. Il la remercie de l'avoir sauvé et dit à Follow de ne pas avoir l'air triste parce que c'est lui qui l'a gardé en sécurité lorsque Jabé est devenu fou. Gris lui dit de continuer à son propre rythme parce qu'il ne peut pas se précipiter pour devenir un donneur et il pleure en entendant cela. Gris félicite Rudo d'avoir tenu tête à Jabé et lui dit de ne pas s'inquiéter pour le talisman, expliquant qu'il est content qu'il leur ait été utile à la fin. Un homme se joint soudainement à eux alors qu'il note que l'un des pillards a mentionné la frontière, alors il pense qu'il faisait des recherches sur la sphère. Anjan l'appelle le patron, alors Ruto réalise qu'il est le chef des nettoyeurs, et il se présente comme Corvu. Il explique qu'il voulait rejeter Ruto, parce qu'il prévoyait seulement de rester avec eux pour obtenir des informations. Mais après avoir appris qu'il a mis sa vie en danger pour protéger ses camarades, et qu'il a même des pouvoirs qui pourraient contribuer à leur cause, Corvu l'accueille chez les nettoyeurs. Ruto se rend au bureau de Corvu où il explique que la frontière se situe entre la sphère et le sol, et on dit que quiconque essaie de la traverser mourra. Mais il parle à Ruto d'une femme qui vit près de la frontière et note qu'un voyageur s'est un jour perdu dans le No Man's Land. Alors la femme les a aidés, mais ils lui ont demandé pourquoi elle vivait là. Alors elle explique qu'elle reste là pour regarder les gens qui tombent d'en haut et révèle qu'il y a des gens qui vont et viennent sans mourir. Ruto pense qu'elle pourrait l'aider à retourner dans la sphère, mais Corvu lui dit que ce sera un voyage dangereux, et Anjan se joint soudainement à eux en disant à Ruto que l'uniforme lui va bien. Après cela, Ruto se prépare à partir pour le No Man's Land, et Follow essaie de l'arrêter, mais il est déterminé à rencontrer la femme là-bas. Anjan lui dit de se détendre et explique qu'il mourra s'il y va seul parce qu'il ne connaît pas encore les limites de ses pouvoirs. Anjan note qu'ils ont aussi les pillards à craindre, et Ruta se demande comment ils peuvent devenir des donneurs s'ils sont méchants. Alors Anjan explique que même les mauvaises personnes peuvent devenir des donneurs parce que leur moralité n'a rien à voir avec la façon dont ils traitent les objets. Il dit à Ruto de se détendre pour l'instant parce qu'ils ont été occupés ces derniers jours. Alors il essaie de dormir dans sa chambre, mais Rio apparaît soudainement et propose de lui faire visiter le quartier général. Elle lui fait visiter et lui demande ce qu'il faisait quand il était dans la sphère, alors il révèle qu'il se contentait de fouiller dans les ordures. Elle se demande s'il avait des bonbons dans la sphère, alors il révèle qu'il n'a jamais eu la chance de les goûter parce qu'ils étaient seulement pour les riches. Mais elle mentionne qu'ils ont des bonbons au quartier général, et il est surpris de les voir alors qu'Anjan lui dit de ne pas en devenir accro parce qu'ils sont plus populaires que les drogues. Rio révèle qu'un groupe appelé les Viandés le leur a vendu, et Anjan note qu'il est difficile de cultiver des récoltes à cause de la pollution, alors les Viandés ont rassemblé des donneurs spécialisés dans la fabrication de nourriture. Rudo goûte les bonbons, et il n'arrive pas à croire à quel point ils sont délicieux, alors il commence à tous les manger. Mais un garçon le fixe soudainement, et Rudo pense qu'il doit aussi aimer les bonbons, alors il lui donne une sucette. Le garçon la mange immédiatement et il en redemande, alors Ruto se demande ce qui ne va pas avec lui, mais un homme arrête le garçon et s'excuse pour son comportement. Après cela, nous voyons Ruto essayer d'utiliser ses pouvoirs sur un couteau, mais ça ne marche pas. Alors Rio et Anguin le taquinent, lui disant que ça doit être à cause des bonbons. Zanka sait qu'il aime réparer les choses que les gens ont jetées, alors il pense que son pouvoir ne fonctionne que sur les ordures, et il décide de faire un essai. Rudo s'accroche à un morceau de métal, et il se transforme en arme, alors tout le monde réalise que Zonka avait raison. Il dit à Rudo de continuer, et il réussit à créer 2 autres armes, mais il a soudainement un saignement de nez et tombe au sol. Anjan pense que la qualité des gants est si élevée que son corps ne peut pas suivre, et Ruto lui demande ce qu'il veut dire. Alors Anjan explique que la qualité d'un objet s'améliore plus longtemps on en prend soin. Mais Ruto se demande pourquoi le talisman s'est effondré après qu'il l'ait utilisé, alors que les armes qu'il a transformées sont toujours en bon état. Alors Rio mentionne que c'est peut-être parce que le talisman a rempli son rôle. Elle pense que son pouvoir lui permet de faire ressortir tout le potentiel d'un objet, afin qu'il puisse remplir son véritable rôle. Et Zhang pense que c'est logique parce que le talisman s'est effondré quand Rio s'est senti en sécurité.
Engin est également d'accord avec elle et dit à Ryo qu'il n'a pas cassé le talisman parce qu'il permet juste aux objets mis au rebut d'avoir une chance de sortir en beauté. Ryo se souvient que Jabé a dit quelque chose à propos des gants de Ryo faisant partie d'une série, donc il pense qu'il doit y en avoir d'autres comme eux. Mais elle lui demande s'ils ont un nom parce que les donneurs nomment les instruments qu'ils utilisent. Pendant ce temps, à No Man's Land, Jabé et Ketoni font leur rapport à leur patron, et il apprend tout ce qui s'est passé. Et nous voyons que son manteau fait partie de la même série que les gants de Ruto. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.